Ça fait 5 jours que tu ne m'as pas touché, Élodie, pas un baiser, pas même un regard. Je me tenais debout dans notre suite au Four Seasons de l'île Maurice, fixant ma femme assise, immobile sur la méridienne en velours, ses jambes croisées comme si nous étions en thérapie de couple et non pas au début d'un voyage d'anniversaire à 30 000 €. Son téléphone illuminait sa main et elle ne levait pas les yeux. Je t'ai dit, Julien, je suis fatigué. Non, tu m'as dit que tu voulais ça, tu as supplié pour ce complexe, la suite privée, la vue sur l'océan Indien, alors dis-moi ce qui a changé entre la brochure et maintenant. Elle soupira, ne croisant toujours pas mon regard. Tu fais toujours ça. Quoi, Élodie? Attendre de ma femme qu'elle agisse comme si elle voulait réellement être mariée alors que nous sommes censés célébrer nos vœux. Cela a attiré son attention, sa tête s'est brusquement tournée vers moi, les yeux perçants. Tu penses que des vacances effacent l'ardoise? Que tu peux acheter mon affection comme tu achètes tes gadgets et tes stock options? Je ne suis pas venu ici pour acheter quoi que ce soit, je suis venu en espérant que tu te souviendrais peut-être comment m'aimer. Elle se leva, marchant lentement vers moi, sa robe en soie flottant comme dans une publicité pour un parfum de luxe, mais son expression était glaciale. Tu veux de l'amour? Essaie d'être quelqu'un qui mérite d'être aimé. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing, ma mâchoire s'est crispée. J'ai construit notre vie à partir de rien, tu admirais ça autrefois, maintenant je ne suis qu'un distributeur automatique avec une alliance. Elle a ri, un rire froid et cassant. S'il te plaît, tu n'as pas construit notre vie, tu as construit la tienne et tu as supposé que je la décorerais. Je me suis approché. Alors pourquoi rester, Élodie? Pourquoi faire tout ce chemin jusqu'à l'autre bout du monde si tu as décroché il y a des mois? J'avais besoin d'espace, a-t-elle dit, et cette suite à 2 chambres. Je l'ai fixée, incapable de parler. Elle s'est tournée et a marché vers les portes du balcon, les ouvrant grand, le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage a rempli la pièce mais n'a pas effacé ce qu'elle venait de dire. J'ai suivi, m'arrêtant juste avant la rambarde alors qu'elle allumait une cigarette comme si elle était dans un film noir. Je ne sais même plus qui tu es, ai-je chuchoté. Tu n'es pas censé le savoir, a-t-elle dit en soufflant la fumée dans la brise, tu es trop occupé à jouer au mari de l'année pour tes investisseurs parisiens. J'ai secoué la tête. Tu es en colère, très bien, mais ne prétends pas que tu es irréprochable, j'essaie depuis des mois, c'est toi le fantôme. Elle s'est retournée vers moi, les yeux étincelants. Peut-être que je me suis lassé d'essayer, tu y as pensé? Je ne sais même plus à qui tu envoies des messages toute la nuit. Ne commence pas. Alors arrête de cacher ton téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Elle fit un pas de plus, sa voix basse et dangereuse. Tu veux de l'honnêteté? La voici, j'ai cessé de vouloir ce nous il y a longtemps, mais je suis resté pour le confort, pour les apparences, pour mes propres raisons. Et maintenant, elle écrasa sa cigarette sur la rambarde, maintenant je suis en train de décider si cette mascarade vaut encore la peine d'être jouée. Le silence qui suivit fut la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue, l'air entre nous crépitait comme si quelque chose venait de se briser, et c'était peut-être le cas. Je me suis tourné, je suis retourné dans la chambre, j'ai attrapé la bouteille de champagne que nous n'avions même pas ouverte et je l'ai laissée tomber dans l'évier. Pas de célébration ce soir, pas de faux semblants, juste un homme dans une suite qu'il avait hâte de quitter avec une femme qu'il reconnaissait à peine. Le matin après la dispute, le complexe hôtelier était étrangement encore plus beau, ciel dégagé, chant des oiseaux portés par la brise, et le lagon scintillant comme si de rien n'était, mais tout allait mal. Élodie dormait encore ou faisait semblant, recroquevillée sur le bord le plus éloigné du lit king size comme si elle risquait de prendre feu si je la touchais. Je n'ai pas dit au revoir, je n'ai même pas pris mes chaussures, je me suis juste glissé dehors et j'ai laissé la porte vitrée cliquer derrière moi. La plage était presque vide, juste quelques joggeurs matinaux et des enfants construisant un château de sable trop près de la marée. J'ai marché jusqu'à ce que la musique de l'hôtel s'estompe derrière moi et que le seul son restant soit le ressac et les mouettes. C'est là que j'ai entendu « matinée difficile ». J'ai regardé pour voir un grand type bronzé appuyé contre un tronc de bois flotter, la trentaine peut-être, svelte et détendu, sirotant un café dans un gobelet en carton comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Il portait un short de bain et un débardeur noir avec un logo délavé sur la poitrine, le Tiki Bar de Matteo. Son badge, si on pouvait appeler ça ainsi, était un gribouillage au marqueur sur du ruban adhésif collé à la bretelle. On peut dire ça, ai-je marmonné, ne sachant pas pourquoi je m'étais arrêté de marcher. Il a hoché la tête une fois, sans insister, juste en buvant.
femme? A-t-il demandé presque nonchalamment. Je l'ai étudié, les bras croisés. Comment tu sais? Matteo a haussé les épaules. J'ai vu le même regard sur une douzaine de gars cette semaine seulement, lune de miel, anniversaire, second mariage essayant de recoller les morceaux, cette plage entend tout. J'ai eu un rire sans humour. C'est si évident que ça? Il a pointé mon visage. Ce n'est pas le regard d'un gars qui a perdu une bagarre, c'est le regard d'un gars qui n'a pas compris pourquoi il se battait en premier lieu. Ça m'a frappé en plein cœur. Je m'appelle Matteo, a-t-il ajouté, je tiens le bar près du récif, juste après la cabane de paddle. Moi c'est Julien, ai-je dit en lui serrant la main par habitude, entrepreneur dans la tech, Paris. Il a fait un signe de tête comme si cela expliquait tout. Laisse-moi deviner, grand voyage, renouveau romantique, sauf qu'elle est froide, pas en colère, juste absente. J'ai plissé les yeux vers lui. Tu es voyant à tes heures perdues? Matteo a ri doucement. Non, je reconnais juste un partenaire qui a décroché quand j'en vois un. Les vagues léchaient nos pieds, la marée montait. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis assis sur le tronc à côté de lui, peut-être parce qu'il n'avait pas l'air de quelqu'un qui jugeait, peut-être parce que je n'avais pas dit un mot à quelqu'un qui ne faisait pas semblant que c'était encore des vacances. Elle est différente, ai-je dit doucement, elle était passionnée, ardente, maintenant elle parle à peine, je continue de penser que j'ai peut-être merdé ou qu'elle est stressée, mais rien de tout cela n'explique pourquoi elle regarde son téléphone plus que ton visage, a-t-il fini ma phrase. Je l'ai fixé, il a haussé un sourcil. Je l'ai vu, mec, des types bien qui se plient en quatre pour essayer de réparer quelque chose qu'ils n'ont pas cassé. Une pause, puis il a ajouté, tu as déjà pensé qu'elle te trompait peut-être? Les mots ont frappé comme une gifle. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je ne dis pas qu'elle le fait, a dit Matteo d'une voix calme, mais je vois ça souvent, la froideur, le changement soudain, ce n'est pas toujours de l'infidélité mais quand ça l'est, c'est comme ça que ça commence. J'ai ri, mais ça sonnait creux. Non, Élodie ne ferait pas ça, elle n'est pas comme ça. Matteo n'a pas argumenté, il a juste bu une gorgée de café. Elle a demandé de l'espace ces derniers temps? A-t-il demandé, plus de week-ends entre filles, des horaires plus longs, des secrets supplémentaires? Ma gorge s'est serrée. Il s'est levé, brossant le sable de ses mains. Écoute, mec, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'elle a juste besoin d'une thérapie ou de sommeil ou d'une pause de la vie parisienne trépidante. Puis il m'a regardé, quelque chose de perçant dans son regard. Mais si j'ai raison, tu le sauras bientôt, tu ne peux courir après un fantôme qu'un certain temps avant de réaliser qu'il ne veut pas être attrapé. Il a commencé à marcher vers l'hôtel, ses pas légers sur le sable. Je suis resté assis là un long moment, la mer s'étendait infiniment devant moi, trop vaste pour contenir le poids que je sentais monter dans ma poitrine. Et s'il avait raison? Et si la froideur n'était pas due au burn-out, mais à la trahison? Et si c'était le cas, qu'est-ce que je devais faire de ça? Paris nous a accueillis avec un ciel gris et le poids humide de la réalité. L'île Maurice ressemblait à un rêve fiévreux maintenant, un endroit où le paradis avait essayé de déguiser une relation en chute libre. Élodie a fait rouler sa valise à l'intérieur comme si elle rentrait d'un voyage d'affaires, pas de chaleur, pas de commentaires sur le voyage, pas même un merci, juste le silence et le léger cliquetis de ses talons sur le parquet. Je l'ai regardé défaire ses bagages sans un mot, ses mouvements étaient secs, mécaniques, comme si elle ne pouvait pas se débarrasser de l'air des tropiques assez vite. Le silence nous a suivis dans la cuisine, j'ai posé les sacs et ouvert le frigo plus par réflexe que par faim. J'ai réfléchi, a-t-elle dit soudainement sans lever les yeux de son téléphone, ma bague est un peu démodée. Je me suis tourné, clignant des yeux. Quoi? Mon alliance? Elle a tendu la main, faisant tourner le diamant sous la lumière. Je veux dire, elle est bien, mais comparée à ce que les autres femmes portent maintenant, elle est modeste. Je l'ai fixée, attendant la chute. Elle n'a pas ri. J'ai vu une parure en ligne, 5000 €, rien de fou, juste quelque chose d'élégant, ce serait un beau merci pour le voyage. Mon estomac s'est noué. Un merci? Elle a haussé les épaules. Tu as dit que tu voulais montrer ton appréciation, je pense que ce serait significatif. Quelque chose en moi a basculé. 5000 € pour une bague que tu as déjà, ai-je dit en essayant de garder ma voix égale, après un voyage où tu m'as à peine parlé. Ne commence pas,
a-t-elle marmonné en me frôlant pour aller à l'évier. Je me suis appuyé contre le comptoir. Élodie, est-ce que tu réalises à quel point tu as été détachée? Elle s'est tournée, les bras croisés. Alors maintenant je suis ingrate et sans amour, c'est ça qu'on fait? J'ai levé la main. Je n'essaie pas de chercher la bagarre, j'essaie de comprendre, qu'en sommes-nous devenus cet arrangement commercial? Elle a levé les yeux au ciel. Julien, si tu te sens en insécurité, dis-le, ne transforme pas ça en une conférence philosophique sur la connexion. Le rejet a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai fait une blague la semaine dernière, ai-je dit doucement, sur le fait que la bague me vaudrait peut-être un peu d'affection, tu n'as même pas scié. Elle a scié maintenant, mais lentement. Tu penses que les cadeaux achètent l'intimité? Non, ai-je dit, je pense qu'ils la suivent généralement, on fait tout à l'envers. Elle a laissé échapper un soupir qui n'était pas de la fatigue, c'était de l'ennui. Je suis désolé de ne pas atteindre ton quota émotionnel, Julien, mais si tu vas commencer à mesurer l'amour en minutes passées au lit ou en mots de remerciement, peut-être que c'est toi qui as besoin de te recalibrer. Ça m'a fait taire, pas parce qu'elle avait raison, mais parce que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, ce n'était pas une phase, c'était une personne que je ne connaissais plus. Elle s'est versé un verre de vin et a quitté la pièce comme si elle n'avait pas juste lâché une grenade. Je suis resté seul dans la cuisine, regardant la machine à glaçons vibrer, me demandant comment nous nous étions autant éloignés l'un de l'autre sans jamais bouger. Cette nuit-là, je me suis assis sur le balcon en regardant les toits de Paris, les lumières clignotaient comme du morse et j'imaginais qu'elles essayaient de me dire quelque chose que je ne voulais pas admettre. À l'intérieur, je l'entendais rire au téléphone, bas et doux, ce n'était pas pour moi, et pour la première fois, j'ai arrêté de faire semblant que je m'en fichais. C'était un mardi quand je me suis retrouvé garé devant le bureau d'un homme dont je ne pensais jamais avoir besoin, une enseigne trempée par la pluie au-dessus de la porte indiquait « Agence Vasseur Enquête », pas glamour, pas de néon. Juste une plaque en laiton ordinaire et une sonnette qui coinçait quand on appuyait dessus. À l'intérieur, l'endroit sentait la vieille moquette et le café brûlé, un ventilateur de plafond tournait inégalement au-dessus, le genre d'endroit où les secrets viennent mourir tranquillement. Une femme dans la cinquantaine aux yeux vifs et au carré strict m'a détaillé. Rendez-vous? J'ai hoché la tête. Julien Lefebvre, il m'attend. Elle a fait un geste vers le couloir. Première porte à gauche. J'ai pris une inspiration, chaque pas semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, ma main a hésité sur la poignée de porte, juste assez longtemps pour me sentir lâche, puis je suis entré. L'homme derrière le bureau ressemblait exactement à ce qu'on verrait dans un film, svelte, milieu de la cinquantaine, polo délavé, des yeux de quelqu'un qui en a trop vu mais ne tressaille plus. Il s'est levé et a tendu la main. Bernard Vasseur, a-t-il dit, vous avez le genre de visage qui a l'air de ne pas vouloir être ici. J'ai serré sa main. En effet. Il a fait un signe de tête vers la chaise en face de lui. Personne ne le veut jamais. Vous voulez un café? Non. Il s'est assis, a ouvert un bloc-notes et a fait cliquer son stylo comme pour le réveiller. Alors, dites-moi. Je l'ai fait, pas tout, pas les disputes ou les silences sur le balcon ou la façon dont le parfum d'Élodie ne sentait plus la maison, mais les parties qui comptaient, la froideur, le changement, le silence qui parlait en phrases complètes, la façon dont elle riait quand je n'étais pas dans la pièce. Vasseur n'a pas interrompu, il griffonnait juste des notes et a posé 2 questions quand j'ai fait une pause. Depuis combien de temps et qu'est-ce qui a changé? Quand je lui ai parlé du voyage à Maurice, de la demande de bague et de son changement soudain d'attitude, il a hoché la tête lentement. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce schéma, la femme prend ses distances, l'homme se blâme, puis quelque chose de petit fait pencher la balance, comme un barman qui me dit qu'elle pourrait me tromper. Il a levé les yeux. Vous avez parlé à quelqu'un? Un local, Matteo, a dit qu'il avait vu les signes. Le stylo de Vasseur s'est arrêté en l'air. Les locaux ont rarement tort, surtout ceux qui servent des verres aux touristes. Le silence a rempli l'espace entre nous. Je l'ai rompu. Si elle le fait, si je ne suis pas fou, je veux des preuves, de vraies preuves. Il n'a pas scié. Surveillance discrète, relevé téléphonique, si vous pouvez me donner assez d'éléments pour travailler, nous suivrons ses mouvements, surtout quand elle est seule. Je ne veux pas qu'elle soit suivie par des amateurs, ai-je dit, ça ne peut pas se retourner contre moi. Il a souri faiblement. Vous êtes venu voir le bon gars, monsieur Lefebvre, je ne fais pas dans l'amateurisme. Nous avons parlé logistique, où elle travaillait, où elle faisait ses courses,
qui elle voyait. J'ai listé ce que je savais, faisant attention à ne pas laisser ma voix se briser, mais à l'intérieur ma poitrine brûlait, ce n'était pas de la rage, pas encore, c'était quelque chose de plus froid, plus tranchant, de la résolution. En glissant ma carte bancaire sur le bureau, la moitié d'avance comme demandé, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé plus que tout ce qu'Élodie avait dit, je n'étais plus seulement soupçonneux, j'étais préparé pour la vérité, préparé pour les retombées. Préparé à arrêter de supplier pour des réponses et à commencer à les exiger. En sortant sous la pluie parisienne, je n'ai pas cherché de parapluie, l'eau a traversé mon blazer mais je m'en fichais, laissez-la me laver, laissez-la nettoyer, qu'il pleuve, parce que la tempête que j'évitais, je marchais droit dedans maintenant, les yeux grands ouverts. Ça a commencé avec le petit déjeuner. Je suis descendu un matin pour trouver une odeur de bacon et de cannelle tourbillonnant dans l'air comme un souvenir auquel je ne faisais pas confiance. Élodie se tenait près de la cuisinière dans un de mes vieux sweats à capuche de l'université, un qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Elle a levé les yeux et a souri, ce sourire serré, parfait comme dans un magazine, qu'elle utilisait lors des galas d'entreprise. Je me suis dit que je ferais quelque chose de vrai pour une fois, a-t-elle dit, nous avons été stressés tous les deux, j'ai pensé que ça pourrait t'aider. J'ai hoché la tête, trop fatigué pour contester la performance pour l'instant. Elle a glissé une assiette sur le comptoir. Tes œufs préférés, mollets, pain grillé brûlé sur les bords, juste comme tu aimes. Cela aurait dû être touchant, nostalgique même, mais je n'ai pas bougé, je l'ai juste regardé en me demandant qui l'avait coaché pour cette scène. Le timing était suspect, les œufs étaient parfaits, trop parfaits. Nous avons mangé dans un étrange silence, moi la regardant, elle faisant semblant de ne pas remarquer. Entre deux bouchées, elle glissait des questions comme des coupures de papier. Grosse réunion aujourd'hui? Tu as réfléchi davantage à ce voyage en Bourgogne? Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, prendre un week-end et juste déconnecter. Je donnais des réponses courtes, prudentes. Elle jouait à un jeu, je n'avais juste pas encore compris les règles. Plus tard cette semaine-là, elle a suggéré une soirée cinéma. Tu choisis, a-t-elle dit, se blottissant contre moi sur le canapé comme si nous n'avions pas passé les 2 derniers mois à nous tourner autour comme des étrangers dans une maison trop grande pour l'honnêteté. Elle a posé sa tête sur mon épaule à mi-chemin du film. Je ne l'ai pas repoussée, mais je ne me suis pas penché non plus parce que je savais que la chaleur de son contact était empruntée, pratiquée, non née de l'amour, mais de la peur. Élodie avait toujours été stratégique, elle savait comment couvrir ses traces émotionnellement, financièrement, socialement. Mais cette fois, quelque chose clochait. Sa douceur venait par vagues, toujours à des moments bizarres, trop d'affection après des jours de silence, trop de sourires qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux. Une nuit, je l'ai surprise debout dans le couloir, fixant son reflet dans le miroir, elle ne m'a pas vu la regarder, ses lèvres bougeaient comme si elle répétait quelque chose, un mensonge, peut-être une confession. J'ai reculé avant qu'elle ne remarque, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé admettre depuis que le détective avait pris l'affaire, elle savait que je m'éloignais, elle pouvait le sentir, le changement, le silence que j'avais transformé en arme. La distance que j'avais autrefois supplié de combler se dressait maintenant comme une douve entre nous, et pour la première fois, ce n'était pas elle qui la voulait là. Ça lui faisait peur. Et les gens comme Élodie ne restent pas assis tranquillement quand ils perdent le contrôle, ils s'adaptent, ils charment, ils manipulent. Mais le charme ne fonctionne pas sur un homme qui a cessé d'espérer, il rebondit, tombe à plat. À la fin de cette semaine, le contraste dans son comportement était vertigineux, exigeant un jour, tendre le lendemain. Un moment, elle se plaignait que les poubelles n'avaient pas été sorties, le suivant, elle m'envoyait une vieille photo de nous sur la plage, légendée, tu te souviens de ça? Oh, je me souvenais de tout, y compris de ce que ça faisait quand son affection était réelle. Ce n'était pas réel, c'était un appât. Et plus je jouais l'idiot, plus elle devenait curieuse. J'ai commencé à la surprendre en train de me regarder, non pas avec envie, mais avec calcul, comme si elle essayait de comprendre ce que je cachais. Et elle avait raison, car à ce moment-là, j'avais déjà donné le feu vert à Vasseur pour étendre sa fenêtre de surveillance. Chaque heure où elle n'était pas avec moi, il la suivait. J'avais arrêté de demander des réponses, maintenant, j'attendais juste qu'elles atterrissent. Ça a commencé par un renversement. J'étais assis seul à la terrasse d'un café près du canal Saint-Martin, le genre d'endroit où le personnel connaissait votre nom à la 3e visite mais ne posait pas de questions. Je n'étais pas d'humeur à converser, juste le calme,
le genre qu'on ne trouve pas dans sa propre cuisine quand la confiance est brisée. J'étais à mi-chemin de la réponse à un email aride quand c'est arrivé. Oh mon Dieu, oh non, je suis tellement désolé. Une soudaine éclaboussure rouge a trempé ma chemise, chaude et saisissante. J'ai reculé brusquement sur ma chaise alors que le verre dégringolait sur la table, le vin cramoisi s'infiltrant dans le bois. La jeune serveuse fixait le gâchis avec des yeux écarquillés et horrifiés, cheveux châtains en une tresse désordonnée, tablier de travers, les joues rougissant vite. S'il vous plaît, je paierai le pressigne, je vais chercher le gérant, je suis tellement désolé, monsieur. C'est bon, ai-je dit rapidement en me levant, essayant de la rassurer, c'est juste une chemise, j'ai abîmé des choses plus belles par accident. Elle avait l'air d'aller pleurer. Non, vraiment, c'est ma première semaine, je ne peux pas gâcher ça. Et, ai-je dit plus doucement maintenant, c'est bon, je ne vais pas porter plainte pour un verre de pinot noir. Cela m'a valu un rire tremblant, et j'ai enfin vu son visage clairement, milieu de la vingtaine peut-être, il y avait quelque chose de doux chez elle. Honnête. Je vais chercher des chiffons, dit-elle en se dépêchant. Je me suis rassis en pressant des serviettes sur la tâche et pendant quelques minutes j'ai juste regardé le canal scintiller au loin. Elle est revenue avec un chiffon humide et un verre de remplacement plein. Gratuit, c'est la maison, j'ai parlé à ma responsable et elle est raisonnable. J'ai pris le chiffon, hoché la tête. Merci. C'est quoi ton nom? Camille. Julien. Elle m'a fait un sourire nerveux. Vous êtes sûr que ça va? Mieux maintenant, ai-je dit. Elle a commencé à s'éloigner puis s'est arrêtée, à hésiter. Je sais que c'est déplacé, mais vous aviez l'air de passer une sale journée même avant que je ne vous jette du vin dessus. J'ai levé les yeux, il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste de l'observation, de l'empathie peut-être. Disons juste que la vie a été un peu chaotique ces derniers temps. Camille a hoché la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Eh bien, pour ce que ça vaut, vous gérez le chaos mieux que la plupart, certains crient, vous n'avez même pas scié. Je suppose que je suis habitué à ce que les choses se renversent ces derniers temps, ai-je dit, juste pas d'habitude aussi littéralement. Cela l'a fait sourire à nouveau, et pas le genre forcé. Quelque chose de vrai est passé entre nous à ce moment-là, un éclat de fatigue partagée, la reconnaissance silencieuse que tous les désastres ne sont pas bruyants. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé à y retourner une fois, puis deux, puis régulièrement. Camille m'accueillait toujours avec la même chaleur douce. Elle demandait si je voulais l'habituel, bien que nous sachions tous les deux que je n'en avais pas encore. Nous parlions, rien de dramatique, rien de trop personnel au début, mais avec le temps, les détails glissaient comme du sable entre les doigts. Son père était malade, un lymphome, les traitements non couverts par la Sécu et les soins à domicile coûtaient cher, elle cumulait les doubles services entre ce café et un job de vente à mi-temps à travers la ville. Pourtant, elle souriait, pourtant, elle versait le café comme si cela comptait. Je me suis retrouvé à poser des questions que je n'avais posées à personne depuis des mois, des vraies. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu as de l'aide? De quoi as-tu besoin? Un soir, après qu'elle ait nettoyé la dernière table et rassemblé ses affaires, j'ai attendu près de la porte. Tu as dit que les coûts s'accumulaient, ai-je dit, combien? Elle s'est raidie. C'est beaucoup. Donne-moi un chiffre. Julien. Camille. Elle a baissé les yeux vers ses chaussures, la voix calme. 10 000 € nous donnerait du temps, couvrirait les soins non remboursés et les dettes de loyer. J'ai cherché dans la poche de mon manteau et je lui ai tendu un chèque. Elle s'est figée, les larmes sont montées avant ses mains. Je ne peux pas prendre ça. Ce n'est pas un prêt, ai-je dit, ce n'est pas un piège, laisse juste ça aider, laisse quelqu'un aider pour une fois. Elle a fixé le chèque comme s'il risquait de disparaître, puis elle s'est avancée et m'a serré dans ses bras, pas fort, pas romantiquement, juste assez longtemps pour que je me souvienne de ce que ressentait la vraie gratitude. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je me suis senti humain à nouveau. Le premier dîner n'était pas prévu. Camille venait de finir un long service et avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. J'ai proposé de la raccompagner, mais à la place, nous avons fini dans un petit bistrot tranquille, un endroit qui servait des pâtes correctes avec des lumières tamisées et du jazz doux. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Elle continuait de s'excuser pour ses cheveux, son tablier froissé encore fourré dans son sac. Je continuais d'essayer de ne pas fixer à quel point elle avait l'air fatiguée et à quel point elle était encore belle.
Autour d'un pain à l'ail et de vin rouge, elle s'est ouverte à nouveau lentement, prudemment, comme quelqu'un s'avançant sur de la glace fine. Son père était hospitalisé depuis une semaine, les nouveaux médicaments aidaient mais ils avaient des effets secondaires. Elle jonglait avec la paperasse, les ordonnances et 2 emplois, et avait toujours l'impression d'échouer. « Tu as déjà l'impression que peu importe combien tu donnes, a-t-elle dit en traçant le bord de son verre, ce n'est jamais assez ?» J'ai hoché la tête trop vite. Elle l'a remarqué. Désolé, c'était lourd. Non, ai-je dit, c'est honnête, je n'ai pas eu ça depuis un moment. Elle a incliné la tête, m'étudiant. Tu es marié, n'est-ce pas? La question est venue doucement, sans jugement. J'ai dégluti. Je le suis, pour l'instant. Elle n'a pas pleuré, elle a juste lancé le genre de regard qui dit, tu n'as pas à t'expliquer, mais si tu veux le faire un jour, je suis là. Plus tard, je l'ai accompagnée jusqu'à son immeuble, devant des lumières de Porsche clignotantes et des trottoirs fissurés. Nous sommes restés en silence quelques instants. Je ne sais pas ce que c'est, ai-je admis, mais je ne me suis pas senti vu depuis longtemps. Elle a souri gentiment. Ce n'est pas un crime de vouloir être remarqué. Je ne veux juste pas te blesser, ai-je dit, ou embrouiller les choses, tu mérites mieux que quelqu'un qui traîne ses bagages. Camille a regardé en bas, puis en haut. Tu ne les traînes pas, tu les portes, c'est différent. Cette nuit-là, je suis resté au lit à fixer le plafond. Je ne l'avais pas embrassée, pas touchée, mais quelque chose dans la façon dont elle m'avait regardé restait dans ma poitrine, doux, sans prétention, stable. Je n'étais pas habitué à une affection qui ne venait pas avec des conditions, et ça me faisait peur parce que je savais ce qui arrivait. Vasseur avait appelé cet après-midi-là, le rapport était presque prêt. Bientôt, j'aurai des réponses. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose de bien plus dangereux que la trahison. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose proche de l'espoir. Et je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. La voix de Vasseur était aussi calme que toujours. J'ai ce que vous avez demandé. Si vous êtes libre, retrouvez-moi à ce café rue du Temple. Une table tranquille au fond. Je n'ai pas posé de questions. Pas besoin. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Il était déjà là, café noir dans une main, une petite chemise cartonnée dans l'autre. Pas de fanfare, pas de politesse, juste un « ça ne sera pas long ». Je me suis assis. Il a fait glisser le dossier sur la table comme s'il ne pesait rien. Cela aurait tout aussi bien pu être une pierre tombale. Je suis resté factuel. Pas de spéculation, juste des faits, date, heure, photos, transcription. Je l'ai ouvert avec des mains qui ne tremblaient pas, curieusement. À l'intérieur, des images horodatées, des messages imprimés, des transcriptions audio. Chacun étant une boule de démolition silencieuse. Élodie habillée décontractée, lunettes de soleil, entrant et sortant du même garage automobile plusieurs fois au cours des 2 derniers mois. Le même homme à chaque fois, début de la trentaine, graisse sous les ongles, tatouage stupide dans le cou. Son nom était Damien. Selon Vasseur, il n'était pas juste son mécanicien. Il était tout le reste. Il y avait des photos de riant autour d'un café dans une station-service, une d'eux dans une voiture, sa main sur sa cuisse, une autre d'eux quittant son appartement vers minuit. Mais ce n'étaient pas les photos qui m'ont brisé, c'était la transcription d'une conversation qu'elle avait eue avec une amie lors d'un appel que Vasseur avait réussi à enregistrer légalement. « Il pense toujours que tu ne manigances rien ?» a demandé son amie. Élodie a ri. « Julien, s'il te plaît, il est tellement concentré à être le type bien, il ne saurait pas si je mettais le feu à la maison, je lui ai dit que j'avais besoin de temps, d'espace, ce que je fais vraiment c'est m'asseoir sur 2 chaises. » Son ami a ri aussi, et il a gobé ça comme des soldes. J'ai fermé le dossier. Vasseur n'a rien dit, il m'a juste regardé, professionnel, imperturbable. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est installé. Pas de la rage, pas un cœur brisé, juste de la clarté. Je connaissais enfin la forme de la chose avec laquelle je vivais, les contours de la trahison, la profondeur de la déconnexion. Élodie n'était pas tombée hors de l'amour, elle l'avait enjambé. J'ai payé Vasseur en espèces, je lui ai laissé un pourboire plus gros que nécessaire. Il m'a serré la main comme si nous étions partenaires d'affaires, et d'une certaine manière, nous l'étions.
Il avait livré la vérité avec une précision chirurgicale. Dehors, la pluie venait de commencer, les lampadaires clignotaient alors que le vent se levait, dispersant des feuilles sur le trottoir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste resté là un moment avec le dossier pressé à plat contre ma poitrine, sentant le poids de chaque mensonge, chaque rejet. Chaque moment où elle m'avait fait sentir fou de soupçonner quelque chose dont je n'avais jamais eu la preuve jusqu'à maintenant. Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, je suis passé devant elle sur le canapé. Elle était sur son téléphone, riant faussement à quelque chose que personne n'avait dit. Elle a levé les yeux vers moi brièvement, a fait un vague sourire, et est retournée scroller. Je l'ai regardée, et pour la première fois de notre mariage, je ne me suis pas senti impuissant. Je me sentais calme, comme si la marée s'était retirée et avait laissé derrière elle tout ce que j'avais besoin de voir. Notre anniversaire tombait un samedi, 8 ans de mariage. Nous avions autrefois passé cette journée avec du vin, des rires et des danses tardives dans la cuisine. Ce soir, je n'étais même pas à la maison. J'étais assis en face de Camille dans un restaurant sur un toit-terrasse, enveloppé de lumière dorée et de cordes de violon. Elle avait l'air nerveuse, plus à cause de la vue que de moi, et a dit « Tu es sûr que ce n'est pas trop ?» J'ai souri, pas du tout. Elle ne savait pas quel jour on était. Cela comptait plus que je ne l'espérais. Puis mon téléphone a vibré. Élodie ? Bien sûr. Camille a remarqué le nom mais n'a pas demandé. J'ai répondu « Où es-tu » La voix d'Élodie était basse, furieuse. C'est notre anniversaire, Julien, tu penses sérieusement qu'ignorer mes appels est acceptable ? J'ai regardé l'horizon parisien. Calme. Certain. Je suis sorti, ai-je dit, je célèbre. Avec qui ? A-t-elle claqué ? J'ai laissé le silence s'étirer, lent et froid. Avec quelqu'un qui ne ment pas dans mon lit en dormant avec un mécanicien. Elle s'est figée à l'autre bout. Je pouvais l'entendre, la soudaine inspiration de souffle. Julien, attends, de quoi tu parles ? Je n'ai pas scié. Je cherche une nouvelle femme, Élodie. Puis j'ai raccroché. Camille n'a rien demandé, a juste offert un petit sourire stable, une gentillesse que je ne méritais pas, mais que j'ai acceptée. Plus tard cette nuit-là, j'ai franchi la porte d'entrée et j'ai trouvé Élodie attendant comme un piège tendu. Elle portait la même robe qu'elle avait portée pour notre 5e anniversaire de mariage. Elle s'était maquillée, avait mis 2 verres de vin sur la table, un intact. Je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte. Vraiment ? Ai-je demandé. Cette performance maintenant ? Son visage s'est durci. Tu m'humilies le jour de notre anniversaire et c'est moi qui joue la comédie ? Tu as commencé le spectacle il y a des mois, j'ai juste finalement acheté un billet. Sa voix est montée. Tu penses que tu es un saint ? Que tu peux te faufiler avec une petite serveuse et revenir en ayant raison. S'il te plaît, ne fais pas comme si c'était une question de loyauté. C'est une question de vérité, ai-je dit, et tu m'as nourri de poison avec un sourire. Elle a croisé les bras. Et alors ? Tu m'espionnes maintenant ? J'ai jeté le dossier cartonné sur la table. Il a atterri avec un claquement qui l'a fait sursauter. Tu n'étais pas subtil, ai-je dit. Elle l'a ouvert. Son visage n'a pas changé au début, mais au moment où elle a atteint la transcription, son rire, sa vantardise, elle a scié. Puis encore. Julien, ce n'est pas. C'était une blague, je me défoulais, tu sais comment je suis quand je suis. Tu as dit que j'étais trop bête pour remarquer si tu mettais le feu à la maison, ai-je claqué. À ton ami. Ce n'était pas se défouler, c'était du mépris. Elle a claqué le dossier. Alors, et maintenant ? Tu vas faire une scène ? Remuer le couteau ? Faire sauter ta parfaite image publique ? Non, ai-je dit calmement. Je vais laisser la vérité parler d'elle-même. J'ai déjà déposé la demande. Le contrat de mariage tient. Tu auras ta part. Pas plus. Elle a fait un pas tremblant plus près. Tu penses que cette serveuse est ta réponse ? C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas ? J'ai ri. Non, Élodie, il s'agit de moi arrêtant enfin le mensonge. Elle a plissé les yeux. Je t'ai donné des années. Tu m'as donné de la convenance et de la performance. Non, ai-je dit, je t'ai donné de la loyauté et tu m'as donné Damien.
ça l'a stoppé net. Tu ne l'aimes pas, ai-je ajouté, tu ne le respectes même pas, mais tu l'as choisi. Je me suis penché. Alors dis-moi, est-ce que le frisson en valait la peine? Est-ce que s'asseoir sur 2 chaises était aussi satisfaisant que tu le prétendais? Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Pas un mot. J'ai attrapé mon manteau. Je resterai à l'hôtel jusqu'à ce que tu déménages, tu as 1 semaine. Elle ne m'a pas suivi, n'a pas crié, est juste restée là, son maquillage parfait, son mariage en cendres. J'ai quitté la maison plus léger que je ne m'étais senti depuis des années. La vérité était une boule de démolition, mais je ne m'étais jamais senti aussi libre. Le divorce, quand on est préparé, est presque décevant de calme. Élodie ne l'a pas contesté, pas une fois. Le contrat de mariage que nous avions signé il y a 8 ans, quand j'étais fauché et qu'elle était pragmatique, a tenu comme une forteresse. Il plafonnait la pension compensatoire, ne partageait rien que je n'avais déjà sécurisé, et lui liait les mains avec l'élégance d'une bonne prévoyance juridique. Elle a emménagé dans un appartement en centre-ville en 2 semaines. Pas d'au revoir, pas de plaidoyer final dramatique, juste un court email, je ferai suivre tout courrier restant. Bonne chance. Ça c'est fini là. Mais les fins ne signifient pas toujours la clôture, et je n'avais pas tout à fait fini. Il y avait un nom qui restait avec moi. Damien, le mécanicien, l'homme qui avait en quelque sorte convaincu ma femme que se faufiler dans mon dos était plus excitant que de reconstruire la confiance dans notre foyer. Je ne voulais pas de vengeance, pas exactement, mais je ne croyais pas non plus que les gens comme lui méritaient une échappatoire propre. Alors, j'ai passé un appel, discret, à un ami dans les acquisitions qui gérait des partenariats automobiles haut de gamme pour une des grandes firmes technologiques. J'avais investi dans sa start-up il y a des années, je l'avais aidé à lancer l'application qui leur a rapporté des millions. Nous avions dîné 3 semaines auparavant. Tu te souviens de ce garage en banlieue que tu visais pour une acquisition? Lui ai-je demandé. Celui avec les avis de sécurité douteux. Il a répondu, ouais, regarde de plus près, un de leurs gars seniors a des antécédents. Je ne lui ai pas donné toute l'histoire, je n'avais pas à le faire. J'ai juste fourni quelques faits, visite tardive de clients, boulot au noir non déclaré, déclaration fiscale louche liée à un compte personnel au nom de Damien Fischer. 2 semaines plus tard, Damien n'était plus au garage. Licencié discrètement, bien que j'ai entendu par la bande qu'il avait essayé de menacer d'une action en justice, mais rien n'a tenu. Et quelques jours après ça, une enveloppe bon marché sans marque est apparue à la porte de son appartement. À l'intérieur se trouvait un seul Polaroid, une des photos du dossier de Vasseur, celle où lui et Élodie riaient dans la voiture. Au dos, griffonné d'une écriture soignée, j'espère qu'elle en valait la peine. Elle ne l'était certainement pas pour moi. Pas de nom, pas d'adresse de retour, juste un message. Je n'en ai jamais parlé à Camille, elle n'aurait pas approuvé, mais ce n'était pas pour elle, c'était pour moi. Un point final à la fin d'une phrase que je n'avais pas écrite mais que je devais finir. Après ça, je n'ai pas vérifié les réseaux sociaux d'Élodie, je n'ai pas demandé à des amis communs ce qu'il était advenu d'elle ou si elle et Damien avaient tenu le coup, parce qu'honnêtement, je m'en fichais. Le jour où le divorce a été finalisé, je suis sorti du tribunal dans un après-midi gris et frais. Mais le froid ne m'a pas touché. J'avais survécu au mensonge, brûlé à travers la trahison, et maintenant il n'y avait plus de fils lâches, seulement des débuts. La paix n'est pas arrivée comme un éclair, elle s'est glissée lentement, presque imperceptiblement, comme la lumière du matin à travers des rideaux épais. 3 mois après le divorce, j'ai déménagé sur l'île de Ré, un petit cottage près de l'eau. Rien d'extravagant, juste de l'espace pour respirer. Camille est passée avec du café ce premier matin. Elle avait pris le pont avec son père, qui marchait maintenant avec une canne mais souriait plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Elle portait une chemise en flanelle verte, les cheveux attachés lâchement en arrière, et avait apporté des scones à la cannelle qu'elle avait fait elle-même. Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où quelqu'un avait fait quelque chose pour moi sans rien demander en retour. Ça fait toujours bizarre de ne pas pointer, a-t-elle dit en me tendant la tasse, mais un bon bizarre. J'ai souri. Le bon bizarre est sous-estimé. Nous nous sommes installés dans un rythme qui n'avait pas besoin de définition. Pas de déclaration, pas d'urgence. Certains jours elle restait tard, d'autres nuits elle rentrait sur le continent pour aider son père à traverser une autre série de traitements. Elle ne me pressait pas pour des réponses sur Élodie, je ne lui demandais pas de réparer quoi que ce soit. Mais de temps en temps,
quand je lui tendais un café ou pliais le linge sans qu'on me le demande, elle s'immobilisait un instant, puis chuchotait merci, comme si personne n'avait fait quelque chose de gentil pour elle depuis très, très longtemps. Et à chaque fois, ça me touchait quelque part au fond. Pas à cause de ce qui était dit, mais parce que je comprenais enfin la valeur d'être vu. Pas géré, pas impressionné, juste vu. Il y a eu une nuit fin septembre où une tempête est arrivée, le tonnerre a résonné sur la baie et la pluie a frappé les fenêtres en nappe. J'ai trouvé Camille recroquevillée sur le canapé, à moitié endormie, sa tête reposant sur un coussin qu'elle avait acheté lors de notre première course ensemble. Elle avait l'air paisible d'une manière qui n'avait rien à voir avec la météo et tout à voir avec le silence entre nous. Un silence bienveillant, l'opposé de ce avec quoi j'avais vécu pendant des années. Cette nuit-là, je me suis assis à côté d'elle et j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin de gagner. Il ne s'agissait pas de trouver quelqu'un de mieux, il s'agissait de devenir quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui ne suppliait pas d'être choisi, quelqu'un qui se choisissait lui-même. Finalement, je reçois toujours des emails adressés à Monsieur et Madame Lefebvre. Je les supprime sans ciller. Occasionnellement, je rêve d'Élodie, mais même dans ses rêves, elle est distante, une silhouette s'effaçant derrière une vitre. Camille, elle, est réelle, ici, chaque fois qu'elle me regarde, ce n'est pas avec possession ou jugement, mais avec une croyance tranquille. Et peut-être que c'est tout ce que j'ai jamais voulu. Pas un amour parfait, juste un amour honnête.